Bonjour. Cette vidéo, c'est le ministre des Affaires étrangères de la RDC qui s'exprime sur les conflits qu'il y a entre la RDC et le Rwanda. Et donc, nous allons s'arrêter sur certains moments de ce discours pour, euh, pour montrer, pour faire un parallèle avec l'histoire du Rwanda et puis pour montrer en quoi eh bien, ces éléments-là sont énonciateurs d'une éventuelle attaque, vers le Congo et une attaque et annexation du Congo, par, le FPR. Donc, je vous laisserai, suivre le discours en intégralité, donc, voilà, vous avez le titre. Dans cette vidéo, nous allons pas forcément écouter toute, hem, l'intégralité du discours. Du processus de Luanda et les défis rencontrés lors de la réunion du 14 décembre. Le processus de Luanda, conçu pour restaurer la paix et la stabilité dans la région et surtout améliorer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a de nouveau été saboté par des manœuvres délibérées du Rwanda. Depuis sa mise en œuvre, ce processus a néanmoins franchi des étapes importantes. Le 4 août, nous avons l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, malgré qu'il y ait eu, jusqu'à présent, des violations répétées par les RDF et le M23. Le 5 novembre, nous avons assisté à la création du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans la ville de Goma, avec la participation de la République d'Angola, facilitateur du processus de Luanda. Donc, elle vient de voilà, d'expliquer en fait, l'existence du processus du Luanda, en fait, a pour objectif de justement mettre fin au conflit qu'il y a entre les 2 pays. Et donc là, voilà, et elle explique, semble expliquer en fait, toutes, on va dire les démarches qui ont été mises en place pour se rencontrer, dans le cadre de ce processus-là et d'essayer justement d'échanger. Ainsi que celle du Rwanda. Et en fait, en écoutant toute la vidéo, vous comprendrez qu'il y a des difficultés à rencontrer, les représentants ou le chef de l'État du Rwanda. Ce mécanisme, qui prévoit la représentation d'experts de ces 3 pays, est paralysé depuis 41 jours par l'absence des experts rwandais nécessaires à son fonctionnement. Selon le représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, qui s'est exprimé le lundi passé lors du briefing sur la MONUSCO, les experts rwandais seraient en route vers Goma. Il est surprenant pour moi qu'un pays aussi petit que le Rwanda puisse nécessiter autant de temps pour permettre à ses officiels d'atteindre l'est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, le 25 novembre, nous avons aussi adopté le concept. Donc là, c'est quand il dit un pays aussi petit, je pense que voilà, on sent quand même une volonté de non pas de rabaisser, mais d'appuyer là où ça fait mal, on peut dire. Quand il rappelle que le Rwanda, c'est un tout petit pays, ce qui est vrai, enfin, voilà, il était pas obligé d'appuyer là-dessus, donc D'opération qui engage explicitement le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, malgré le fait qu'il nie jusqu'à présent sa présence. Le concept d'opération prévoit aussi l'engagement ferme de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR qui sont encore présents dans certaines parties de l'Est de la RDC. Ces progrès, bien que salués par vous tous, membres de la communauté internationale, ont été affaiblis par l'absence de mécanismes coercitifs et de suivi rigoureux, permettant ainsi au Rwanda de contourner ses engagements. Permettez-moi maintenant de revenir sur les événements du 14 décembre qui illustrent. donc là, ce qu'il explique, c'est que voilà, d'une part, il y a le Rwanda qui nie qu'il y ait des groupes rebelles rwandaises, en fait, dans cette région, donc de la partie est de la RDC. Et donc cette ministre dit que c'est avéré qu'il y a bien ces groupes-là. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, le président rwandais, donc le parti FPR en tout cas, continue de nier, cette présence-là et heu et ils ont des difficultés à rencontrer du coup les représentants du pays, enfin du groupe, du parti politique, qui dirige le pays, depuis 30 ans. Les défis persistants du processus de Luanda. La République À ce sujet, la République démocratique du Congo a toujours maintenu qu'elle n'allait pas engager de dialogue direct avec le M23, un groupe terroriste qui lui-même s'est exclu du processus de Nairobi, processus conçu et mis en place pour faciliter la démobilisation de groupes armés congolais actifs en République démocratique du Congo. Le Rwanda est venu à Luanda le 14 décembre avec plus de 6 heures de retard et a affiché une position intransigeante, insistant sur le dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste des M23. Pendant 6 heures, nous avons tenté, avec la facilitation, d'identifier des formulations qui pouvaient réconcilier les postures des uns et des autres, à savoir la détermination de la République démocratique du Congo d'offrir un chemin vers la démobilisation au M23 à travers le processus de Nairobi et donc la réintégration de ce groupe armé dans ce processus, et la position défendue par le Rwanda, à savoir l'insistance sur un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Nous avons expliqué au Rwanda que ce n'était pas sa place, en tant que pays voisin, d'imposer à la République démocratique du Congo un État souverain, comment elle avait à gérer les différends avec des groupes armés locaux, à savoir le M23.
Alors très intéressant, donc là on comprend que le FPR, donc le parti politique qui est au pouvoir au Rwanda semble, insister sur le fait que la RDC doit dialoguer avec les terroristes et et la RDC qui dit qu'ils ne veulent pas dialoguer avec les terroristes directement et que de toute façon le le FPR, dirigé par Kagame, on va dire, Paul Kagame donc lui insiste de son côté, que la RDC doit discuter avec les terroristes et puis, là la RDC dit: «Bon en fait c'est pas au Rwanda, c'est pas à Kagame de nous dire comment régler les affaires, des terroristes locaux». Bon là, j'ai envie de les attaquer, je fais exprès je fais l'avocat du diable en disant en fait, déjà, depuis le départ, pourquoi vous emmêlez le Rwanda? En fait, si vous voulez, les problèmes donc les terroristes, ils sont dans votre pays de l'Est, occupez-vous de votre, problème et occupez-vous de ces terroristes. Pourquoi vous allez, demander au Rwanda? Vous demandez les aides, la les conseils, voilà, vous demandez de l'aide à Paul Kagame et bah, Paul Kagame vous dit: «Bah, nous, le conseil que je vous donne, c'est discuter directement avec les terroristes». Nous avons aussi insisté sur notre pleine confiance dans la qualité des deux facilitateurs, à savoir celui du processus de Luanda et celui du processus de Nairobi, à engager des entretiens et des consultations avec. Donc, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, il y a 2 processus en cours. Il y a le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Nairobi, vise à, mmh, à désarmer les groupes terroristes dans cette région et aussi à s'occuper de la question des en fait, de, d'utilisation des enfants dans ces guerres-là. Parce qu'en fait, voilà, dans la partie est, il y a donc des enfants qui sont utilisés, qui sont armés pour aller donc faire ces conflits-là. Donc, le processus de Nairobi s'occupe de ce sujet-là et puis il y a le processus de Luanda qui lui, heu, se concentre sur la partie donc conflit, à confirmer entre dans fait en fait l'implication du Rwanda dans le conflit dans cette partie de l'est de la RDC et que du coup, autant la partie donc le processus de Luanda s'occupe du conflit entre les 2 pays, autant la partie et le processus Nairobi s'occupe, d'utilisation des enfants en fait comme militaires. En gros, voilà, c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de sujets abordés dans ces processus-là, mais voilà, pour faire un résumé. Pour faire une synthèse, très mal faite, on va dire, pas complète. du M23. Pour la République démocratique du Congo, dans notre posture constructive, dans notre posture qui vise à trouver une fin à ce conflit, nous avons accepté cela, car nous étions aussi curieux d'entendre comment le Rwanda allait défendre son insistance par rapport à la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Et donc, nous avons offert au Rwanda cette occasion-là. Cependant, le Rwanda a fait volte-face et a décidé que dans de telles circonstances, il ne pouvait pas participer au sommet, le président rwandais ne pouvait pas participer au sommet, et a même changé de posture, allant initialement de la condition d'avoir un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23. Le Rwanda a proposé toute autre chose. Il a demandé qu'un tel dialogue précède tout éventuel sommet entre les chefs d'État et précède même la signature d'un éventuel accord. Et ce, à 1h du matin, le 15 décembre, jour du 10 sommet. Suite à cela, comme je l'ai dit, la facilitation a insisté sur le rôle des chefs d'État d'assumer eux-mêmes la responsabilité de trouver une décision sur cette problématique qui apparemment était bien trop complexe pour les ministres des Affaires étrangères que nous étions. Et c'est là que le Rwanda a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet et s'est retiré à 2h du matin ou 1h et quelques sur la pointe des pieds. Nous n'avons même pas eu l'occasion d'avoir ou d'acter le déroulé de la réunion, comme il est coutume dans le processus de Rwanda. Il n'y a pas de compte rendu qui documente justement la posture du Rwanda et que le Rwanda a défendu pendant plusieurs heures lors de cette dernière réunion. Je voudrais quand même insister sur un point, c'est le fait que la République démocratique du Congo, le 14 décembre, a affiché clairement et a défendu clairement sa résolution. OK, donc on comprend qu'en fait, la RDC a des difficultés à rencontrer les représentants du FPR, ou même le chef d'État, donc Paul Kagame, donc ils ont du mal à le rencontrer et et puis, parce que lui, donc de son côté, il estime qu'avant même que ces chefs d'État ou même les représentants, du FPR se présentent, eh bien, il faudrait, eh bien, que la RDC ait discuté en amont avec les terroristes. Donc, et ça explique pourquoi, eh ben, le FPR a décidé de pas se présenter à ce sommet-là. Et puis on comprend que, parce que, ben, tous les partis n'étaient pas présents, ils ont pas pu faire de compte rendu, en tout cas, concernant la position de FPR. De trouver une issue au conflit et d'honorer le processus de Luanda. Tenant compte de la situation actuelle,
La RDC reste résolument engagée dans le processus de Luanda, mais nous constatons que ce processus ne peut pas avancer uniquement par la force de la RDC et du facilitateur. Nous appelons donc la communauté internationale que vous êtes et que vous représentez à assumer aussi ses responsabilités. En sanctionnant, à travers le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, et à travers même vos partenariats bilatéraux, le Rwanda pour son soutien au M23, pour ses violations récurrentes de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour son sabotage avéré du processus de Luanda. Nous plaidons aussi, la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO, pour un mandat renforcé de la MONUSCO. Nous appelons à une posture claire et ferme, particulièrement des membres permanents du Conseil de sécurité. La résolution qui va rejeter et à travers même vos partenariats bilatéraux, le Rwanda pour son soutien au M23, pour ses violations récurrentes de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour son sabotage avéré du processus de Luanda. Nous plaidons aussi, la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO, pour un mandat renforcé de la MONUSCO. Nous appelons à une posture claire et ferme, particulièrement des membres permanents du Conseil de sécurité. La résolution qui va reconduire le mandat de la MONUSCO doit inclure des mesures explicites pour surveiller et documenter les violations transfrontalières et garantir la protection des civils. Il est aussi inadmissible que des membres du Conseil de sécurité hésitent encore à condamner les attaques rwandaises contre les casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC, surtout tenant compte du fait que le Rwanda lui-même est un pays contributeur de troupes qui bénéficie de financement et d'aide financière de plusieurs partenaires internationaux dans sa capacité de pays contributeur de troupes. Et donc, votre message doit être clair. La souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Et tout acte qui viole cette souveraineté, qu'il s'agisse d'incursions militaires ou des soutiens des groupes armés, doit être fermement condamné et sanctionné. Et il ne s'agit pas seulement de défendre les principes fondamentaux de Eh bien, dans cette partie, donc, elle explique que, eh bien, compte tenu du fait que le FPR, donc, le parti politique au Rwanda, ne semble pas être intéressé par la fin du conflit, eh bien, ils font appel aux organisations internationales, notamment donc ils parlent de processus de Moscou, qui est en fait une armée qui est là, qui est censée justement, comme elle le disait, protéger les civils, voilà, en tout cas, euh, aider la RDC à maintenir une sorte de situation, on va dire, pas catastrophe, voilà, on va dire, contenir les dégâts dans cette partie-là. Euh, et donc, elle fait appel à ce groupe armé, donc voilà, à ce mercenaire des États de l'ONU, pour continuer à donc contenir les dégâts dans cette partie-là. Et puis, il demande donc les États, les pays internationaux, enfin voilà, les organismes internationaux à, à infliger en fait des sanctions au Rwanda. euh, et donc, on souhaite aussi interdire les casques bleus parce que eh bien, le Rwanda a ses troupes dans les casques bleus. Et donc, il finit en disant: «Bon, bah, la souveraineté de la RDC n'est pas n'est pas négociable». Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu, contradictoires, notamment la partie souveraineté. Un pays souverain ne compte pas sur les autres pays pour l'aider à gérer ses affaires internes. Donc on sent la contradiction, dans ce qu'elle dit, et ne cherche pas la souveraineté et cherche de l'aide internationale. Et quand tu cherches de l'aide, tu es pas souverain. Voilà, souveraineté, ça veut dire ce que ça veut dire. Hem, la Charte des Nations Unies, mais de préserver aussi la crédibilité des institutions internationales elles-mêmes. Et chaque hésitation ou chaque silence face à ces agressions alimente davantage l'instabilité et les souffrances dans la région. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les actions et à travers laquelle on a pu reconnaître l'engagement sincère de ces trois présidents pour la solution de la crise qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. À cet effet, nous pensons que la facilitation angolaise reste déterminée, nous pensons aussi que le président Uhuru Kenyatta reste déterminé, et donc que les deux processus ont encore de l'espoir, mais tout cela dépend sincèrement de la posture du Rwanda, une posture qui a manqué en courtoisie, en élégance. Nous sommes entre diplomates, je ne pense pas que ça se fait, d'annuler la veille, sans avoir la courtoisie même d'appeler ou d'envoyer un message, mais nous avons tous constaté la posture du président rwandais. Nous avons aussi constaté le fait que, devant l'opportunité qui lui a été offerte de se rendre à Luanda pour expliquer pourquoi le Rwanda insiste sur un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23, il n'a pas saisi cette opportunité. Il a préféré rester à Kigali. donc ce qu'elle vient de dire, c'est pareil, elle vient de dire que, les 2 processus, donc le processus du Luanda et les processus de Nairobi ont des chances de réussir. Simplement, ça dépend du comportement, de FPR et de Paul Kagame, donc le président de ce mouvement politique, de cette partie politique. Eh bien, c'est ça que ça pose un problème, c'est que, eh bien, on semble connaître en tout cas la position du FPR et donc je pense que ça va ces processus pour qu'ils réussissent, il faut que le FPR, ait cette volonté, d'accord? Donc en fait, pour que ces processus fonctionnent, ça dépend de la personne même qui a généré cette situation, ce qui montre qu'en fait ces positions, ils vont pas réussir. Enfin, je veux dire ces processus-là, ils sont voués à l'échec quelque part. Et ordonné à sa délégation
de rebrousser chemin. Cela aussi, nous en prenons note et nous espérons justement que les engagements des deux facilitateurs nous aideront à avoir plus de compréhension sur la posture du Rwanda, sur cette action qui a sapé les efforts qui ont été entrepris depuis juillet 2022. Et nous espérons Voilà, donc il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de contradictions. Donc, elle parle de souveraineté, mais elle demande de l'aide extérieure. Elle parle de potentiellement, de réussite de ces processus, mais elle dit que ça dépend du Rwanda, alors que le Rwanda, dans cette affaire, en tout cas, semble être l'origine même, du conflit. Donc, voilà, on comprend avec un peu de bon sens que, eh bien, ces processus-là ne vont jamais aller jusqu'au bout. En tout cas, si ça dépend uniquement, eh bien, du FPR, ou de Paul Kagame. Eh bien, alors, ce que j'ai envie de faire, c'est un parallèle avec, le Rwanda, et simplement parce que, eh bien, le FPR, heu, donc, dirigé par Paul Kagame, eh bien, sont au Rwanda, et c'est pour ça que c'est pertinent d'utiliser le Rwanda comme exemple. Et puis on va essayer de montrer qu'en fait, finalement, la stratégie que le FPR est en train d'utiliser à l'est du Congo, eh bien, c'est la même stratégie que le FPR a utilisée au Rwanda, justement pour, dans 94, pour, tuer, en tout cas pour éliminer, en tout cas voilà, suite à quoi, il y a eu la mort du président, donc, qui était au pouvoir à ce moment-là, qui était Habyarimana. Et donc, c'est comme ça que le FPR a pu, arriver au pouvoir, au moyen évidemment d'un génocide, dont on connaît très bien les conséquences, et le résultat de ce génocide. Eh bien, ici, par exemple, cette, donc cette ministre des Affaires étrangères de la RDC fait appel, 1 chose, et fait appel au processus MONUSCO. Donc ça, comme j'ai dit, c'est en gros, c'est des mercenaires, des Nations Unies, ou en tout cas ouais, c'est des mercenaires des Nations Unies. OK. Eh bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que au Rwanda, au moment où, eh bien, heu, le FPR voulait prendre le pouvoir au Rwanda, eh bien, il faut se rappeler qu'il y avait, les mercenaires des États-Unis et d'autres pays, notamment la France justement avec les casques bleus. Donc la présence de ces mercenaires, ça montre que, eh bien, ça n'aidera en rien, ça protégera pas la RDC. Voilà, ça a pas protégé le Rwanda, au moment où le FPR voulait prendre, le Rwanda, ça ne protégera pas le RDC au moment où le FPR voudra prendre la RDC. Ça, c'est première chose. Donc évidemment, j'ai parlé du fait qu'il parle de la se de la de la souveraineté, alors que même elle fait appel aux pays extérieurs. OK? Bon, donc là, clairement, il y a pas de souveraineté qui a lieu d'être. Ou tu es souverain ou tu l'es pas. Ou tu es souverain et tu t'occupes de tes affaires, et tu prends des actions, tu les mets en place, tu les appliques, et et on regarde le résultat, c'est ça, être souverain. Parce que voilà, souverain, ça veut pas dire que tu vas faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Souverain, ça veut juste dire que c'est toi qui décides quoi faire, et tu le fais, et tu arrives à le faire. OK. Donc, la question de souveraineté ici, elle a pas lieu, le mot souveraineté n'a pas à être annoncé. Maintenant, elle fait appel, donc, des mercenaires étrangers, de l'intervention des pays, hem, étrangères, bah, on comprend qu'elle fait référence en fait, hem, aux organismes tels que l'ONU, voilà, les aides, elle parle de couper les aides, au Rwanda. Donc elle parle justement, bah, tout ce qui est aide au développement, et toutes, ces, et tous ces, et tous ces arnaques en fait qu'utilisent les occidentaux pour, pour maintenir justement les pays africains dans des conditions, on va dire, misérables. Et bah, ça s'est avéré, hein, parce que quand on compare entre ce que ces organismes qui sont censés aider, ce qu'ils font depuis, je sais pas quoi 100 ans, je veux dire que, bon, à un moment, il s'agirait d'avoir des résultats, et les résultats ne sont pas là. Et puis aussi, on constate que ces pays-là se servent, en fait, gagnent, par les accords, qu'ils font avec ces pays-là, par des accords injustes, et franchement, totalement, on va dire, heu, coloniaux, hein, des accords,
clairement qui montre en fait, si vous voulez la souveraineté, la supériorité justement des occidentaux par rapport aux pays africains. Et bien là, la RDC appelle ces étrangers-là, ces pays externes, ces pays internationaux, tu vois? Ils les invitent chez eux, mais il faut se rappeler que justement au Rwanda, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un parallèle avec le Rwanda, il faut se rappeler qu'au Rwanda, pareil, eh bien il y a eu recours aux pays étrangers. Vous vous rappelez, voilà, des accords d'Arusha, en Tanzanie? Eh bien, vous vous rappelez que justement, le FPR avait, été plus que content d'avoir ces accords-là et ça avait permis justement le FPR, eh bien, d'avoir quelque part, certaines, possibilités, certaines, libertés dans le pays, au Rwanda, qu'il n'aurait pas pu avoir si justement il n'y avait pas ces accords-là. Donc les accords, des pays internationaux sont en faveur de la FPR. Voilà, et c'est ça que la RDC ne prend pas en compte. C'est que, la EFPR est bien content de travailler avec ces pays-là, parce que c'est pas la première fois qu'il travaille avec eux. Il a travaillé avec eux, avec le Rwanda, et il a réussi à aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, la position que j'ai pu imaginer des pays occidentaux, c'est qu'ils sont là au mode, en fait, le FPR, ils sont trop forts parce qu'ils l'ont fait au Rwanda, là, ils vont le faire au Congo et il y a des chances de réussite, puisqu'ils ont déjà réussi au Rwanda. Donc donc là, la RDC, elle est, on va dire, soit elle est amnésique et ne se rappelle et ne sait pas ce qui s'est passé au Rwanda, alors qu'il devrait s'en souvenir, puisque c'est la RDC qui avait ensuite avait hébergé en fait des Rwandais qui en fait fuyaient le pays. Eh bien, il y avait des camps. Des réfugiés en fait du Rwanda qui sont allés s'installer à la RDC, et donc on peut penser que la RDC était bien au courant de ce qui se passait au Rwanda et normalement, regarder attentivement ce qui se passait. Donc aujourd'hui, quand la RDC, en fait, fait appel à ces organismes internationaux, il oublie que ces organismes internationaux, ils étaient là au Rwanda, hein. Il y avait des accords, plusieurs accords qui permettaient, en fait, au lieu même de d'aider le pays, donc là, à l'époque, le Rwanda, eh bien, ils étaient plus, à ce qu'on voit, en fait, ça permettait à cette époque-là, le FPR qui étaient des terroristes, en fait, qui donc faisaient, par des terrorismes, le junta qui faisait des actions de terrorisme, en fait, dans le pays, voilà, et ça les a permis, en fait, d'être quelque part légalisés sur le territoire, et c'est comme ça qu'en fait, ils ont commencé à infiltrer petit à petit, le Rwanda jusqu'à renverser donc l'ancien régime. Donc voilà, quand la RDC, fait appel donc à ces pays, extérieurs, à ces organismes internationaux, soit ils sont amnésiques, soit peut-être que c'est des gens aussi, voilà, en tout cas, c'est un manque du sérieux. J'ai pas envie de heu, parce que la FPR est en train de faire la même chose ce qu'il a fait, au Rwanda, et d'ailleurs, c'est pour ça que le FPR insiste pour que la RDC négocie avec les terroristes, parce que s'il négocie avec les terroristes, ça veut dire que en fait, il légitimise quelque part les terroristes, la RDC légitimise les terroristes, et puis derrière, on va imposer à la RDC de de quelques concessions. Il faudra que, la RDC, fasse un compromis, en fait, avec ces terroristes. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qui va arriver, et ça, ce sera la dernière étape avant, donc l'effondrement en tout cas, l'annexation de la RDC par le FPR. Donc ça, je pense que voilà, il faut observer ce qui s'est passé, ce que la FPR a fait, avant, pour comprendre ce qu'il va faire, en fait, par la suite, et là, c'est clair. C'est clair, le FPR l'a fait pour, prendre le pouvoir au Rwanda, il va le faire pour annexer la RDC, et donc la RDC n'a pas l'intérêt, pardon, à accepter de discuter directement avec les terroristes, mais voilà, on verra si la RDC elle a une mémoire, elle se souvient de ce qui s'est passé, ou si, finalement les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui ne s'intéressent pas ni à l'histoire, ni aux intérêts de la RDC, parce que voilà, il s'agit en fait d'être sérieux, voilà, dans le travail qu'on fait, et donc quand ils disent que là, par exemple, ils attendent de voir comprendre pourquoi, eh bien, Paul Kagame, il insiste pour qu'il y ait une négociation, un entretien direct avec les terroristes, eh bien, c'est ce qui s'était passé avec, Habyarimana, et justement ces pays occidentaux, et on verra, dans le futur, mais je suis prêt à parier que ces pays
ces pays étrangères, occidentaux majoritairement, eh bien, ils vont conseiller la RDC de discuter avec les terroristes. Mais, ça, le temps nous le dira. Voilà, ce sera tout, c'était tout, voilà, ma comparaison est terminée, je m'arrête ici. J'espère que j'ai pu, eh bien, exprimer, en tout cas, j'ai pu vous faire comprendre ce que j'avais envie d'exprimer. S'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, que j'ai des points auxquels je suis pas allé dans les détails, que je suis peut-être allé trop vite, vous pouvez, heu, mettre dans les commentaires, poser des questions, j'y répondrai sans problème. Hem, mais si vous l'avez compris, c'est très bien, voilà, pour résumer, c'est simple, le FPR a procédé, d'une certaine manière pour prendre le Rwanda et il est en train de procéder de la même manière pour tenter d'annexer la RDC et il faudra en fait la RDC doit, si en tout cas elle veut pas se faire annexer, il faudra être vigilant et ne pas commettre les mêmes erreurs qu'a commis, l'ancien président du Rwanda, hem, qui, vous savez que la FPR est prêt à aller, jusqu'au bout, hein. Enfin, je veux dire, ils ont été prêts à initier, en fait, un génocide avec, vous savez ce qui s'était passé et donc ça aussi, c'est des choses auxquelles je pense que la FPR est prêt, c'est des risques que la FPR est prêt à prendre, sur la population congolaise. Voilà, ce sera tout pour moi, je vous invite à aller écouter tout le discours et puis, je vous dis à la prochaine.